Je vais vous parler aujourd'hui de TDD qui, comme chacun sait, veut dire développement dirigé par les types. Si on vous a dit autre chose, on vous a menti. Rapidement, je me présente, je suis développeur et architecte en Indep. Je bosse beaucoup avec Clever Cloud. Je fais majoritairement de la presta en Scala et un peu de Node.js aussi dans les projets qui le demandent. Mais avant tout, moi mon délire c'est d'être programmeur fonctionnel. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, que la programmation fonctionnelle c'est pour se sentir intelligent et tout, mon expérience en fait c'est que c'est exactement le contraire. Si j'aime bien la programmation fonctionnelle, c'est que je passe mon temps à faire des conneries, des erreurs vraiment débiles, et que toute l'évolution du métier de développeur, entre autres, c'est d'arriver à avoir des process et des modes de boulot qui font disparaître ces erreurs, non pas par un travail acharné, parce que ça offre aucune garantie, mais l'idée c'est de faire sauter toutes ces erreurs par construction. Donc l'idée c'est d'être un peu paresseux. Je vais commencer très doucement. Là l'idée, imaginons que c'est un contrôleur dans un framework web un peu simplifié. L'idée c'est qu'on balance une requête avec des paramètres dans la query string et on prendrait un paramètre number dans la query string, on essaierait de le transformer en entier et on lui ajouterait 5. Voilà. Donc là, je vérifie que le paramètre n'est pas une chaîne vide, et si c'est une chaîne vide, on envoie 0. Donc évidemment, si on s'amuse à appeler cette fonction sur différents trucs, on a tout un tas d'exceptions qui peuvent sauter en fonction de ce qui se passe. Est-ce que le paramètre number n'est pas là? Dans ce cas-là, on a une null pointer exception. Et si l'argument n'est pas un nom, on se paye une number format exception. Donc la première méthode pour commencer à arriver à ça, c'est ce qu'on appelle le Pokémon Driven Development, où on va s'amuser à attraper toutes les exceptions. Donc là, globalement, on arrive, ça commence à être un peu plus compliqué, on fait des null check, on fait des try catch pour essayer de récupérer le parsing s'il vaut. Et maintenant, imaginons qu'on va modifier un peu les specs et qu'au lieu d'ajouter 5 à un argument, on attend 2 arguments dans la query string, qu'on les parse en entier et qu'on envoie la somme des deux. Là, le code devient tout de suite un peu plus chiant. Et concrètement, c'est vraiment pas le genre de code que j'ai envie d'avoir à gérer dans la vie de tous les jours. Donc je pense que la plupart d'entre vous sera arrivé à cette conclusion. On va employer un type pour illustrer le fait que chaque étape peut planter. Là, si on revient sur le code précédent, l'imbrication de if et de try et tout ça, c'est juste à chaque fois, à chaque nouveau niveau d'imbrication, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gère le cas où il y a une erreur. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est, au lieu d'encapsuler le traitement d'erreur dans la structure de code, qui est quelque chose d'abstrait sur lequel on ne peut pas vraiment réfléchir, en tout cas simplement, on va abstraire ça dans un type qui va représenter une opération qui peut planter. Normalement, rien de nouveau pour vous. Donc l'opération qui parse d'un string vers un entier va envoyer cette fois une option d'entier. C'est-à-dire, si on donne une chaîne de caractères qui ne représente pas un entier, on va avoir un null. Et si on donne une chaîne de caractères qui représente un entier, on va bien avoir l'entier qui va bien. Et pareil pour le map, on va donner une clé. Si la clé est présente, on récupère la valeur. Si la clé n'est pas présente, on a un autre. Et l'idée, en fait, tout simplement, ça va être, à partir de ça, d'enchaîner les deux opérations qui peuvent planter. Et du coup, on a une option d'entier à la fin. Donc l'enchaînement, c'est le suivant. On commence par avoir une option. Ensuite, on a une fonction qui est capable de transformer cette chaîne en option entier. Et à la fin, on se retrouve sur une option d'entier.
Globalement, c'est ce que fait un for ou un flatmap. Voilà. Le code final est quand même un peu plus lisible. Voilà, ça en gros, c'est pour vous dire que c'est pas super compliqué de commencer à donner, à mettre de l'information métier dans les types. Avec du type directed development, vous en avez tous fait à partir du moment où, en vous mettant un Scala, vous vous êtes mis à utiliser des options plutôt que balancer des nulls de partout. Un autre exemple, ça je pense qui est peut-être un peu moins courant dans l'utilisation habituelle de Scala. Donc là en gros, on a une méthode max sur list, et si c'est une liste de quelque chose qu'on sait ordonner, l'idée c'est qu'on nous renvoie le plus grand élément de la liste. C'est à peu près clair pour tout le monde. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans cette signature? Voilà, qu'est-ce qui se passe si la liste est vide? Donc ça, la première solution en fait, c'est de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est au lieu de renvoyer toujours un résultat, on peut renvoyer une option de résultat. En fait, le problème réel qui se passe, c'est qu'on a un ensemble de départ trop grand par rapport à l'ensemble de départ, à l'ensemble d'arrivée. Soit on agrandit l'ensemble d'arrivée en transformant le A en option de A. L'autre solution, c'est de faire l'inverse, c'est de restreindre l'ensemble de départ. Si la liste est vide, ça merde. Il y a un type qui s'appelle non-empty list, et ça indique qu'une liste peut avoir ne pas avoir moins d'un élément. Ça, c'est un type qui se trouve dans Scala Z et qui est assez pratique dans la vie de tous les jours. Donc, si vous avez besoin d'une raison pour vous mettre à utiliser Scala Z, je pense que la liste non vide, c'est un des meilleurs trucs. L'autre truc assez sympa dans Scala Z, c'est vraiment l'autre gateway drag, c'est validation. Donc, pareil, de même qu'on a utilisé une option pour décrire une opération qui peut planter, validation c'est pareil, sauf que en plus de dire ça a planté, ça va être capable de dire pourquoi ça a planté. Ce qui est faisable avec Either en Scala. La différence c'est que validation, elle va être capable d'accumuler les erreurs. Elle va être capable de tester en fait plusieurs choses en parallèle et d'accumuler les erreurs. Typiquement, le type validation, c'est pour la validation de formulaire. C'est un mapping totalement immédiat. Chaque champ de formulaire, vous voulez le vérifier en parallèle. Il n'y a rien de plus horripilant qu'un formulaire. On commence à avoir un message d'erreur au premier champ, on le corrige, on revalide la page. Là, on s'aperçoit qu'il y avait une erreur au deuxième champ, ainsi de suite. Validation, la sémantique, c'est qu'il va être capable de valider tous les champs en parallèle et d'accumuler les erreurs. Tout ça pour vous dire de regarder Scala Z. Il y a énormément de types et d'abstractions super utiles. Et ça, c'est les premiers blocs en fait du type directed development. C'est d'avoir des structures de données qui vous servent pour des besoins super courants et d'utiliser ces structures de données pour vraiment décrire un peu plus finement que ce que vous faites habituellement les opérations. En gros, les premiers trucs à voir dans Scala Z, c'est validation. Le truc chelou qui ressemble à un V, ça s'appelle disjonction. C'est juste une version plus efficace, enfin plus pratique à employer de Either. Le Either de Scala, en fait, a différents problèmes de conception. Le plus gros, c'est qu'il est symétrique. Et typiquement, quand on emploie un Either, en général, il y a un des types qui représente la valeur qu'on va avoir et l'autre type qui représente l'erreur. Le Either de Scala Z est biaisé justement pour représenter ce cas d'utilisation. Et du coup, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus pratique à employer que le Either de Scala. Non-empty list et task, c'est pas mal du tout. Ça représente des tâches qui peuvent potentiellement planter et qui peuvent s'exécuter de manière concurrente. Ça, c'est vraiment les types super pratiques de Scala Z qui prennent très peu de temps à mettre en place et qui sont pratiques. L'idée du coup avec tous ces types, comme on a des choses un peu plus pratiques, c'est ce qu'on appelle un code obviously correct. En fait, par construction, c'est pas possible de faire des erreurs. Donc, une fois qu'on a les bons types, il y a juste à dérouler l'implémentation. Mais c'est super simple en regardant uniquement les types en fait, de s'apercevoir si le code marche ou pas.
Là, typiquement, avec l'exemple de Max sur une liste, rien qu'en voyant la signature, on s'aperçoit immédiatement qu'il y a un cas où ça va planter. Et ça, on n'a même pas besoin de regarder l'implémentation, en fait. Structurellement, c'est comme ça. Et du coup, si on emploie des types assez précis, bah, dès qu'on fait quelque chose qui représente rien, c'est directement géré par le compilateur. Donc l'intérêt, en fait, de procéder à cette approche, plutôt que l'approche standard des tests, en fait, l'idée, c'est pas de remplacer les tests. L'idée, c'est de le faire en amont des tests. Pour une super simple raison, c'est de la logique. Un test, ça prouve l'existence d'un bug. Une couverture de test, même si on a une 100% de couverture de test, on ne pourra jamais avoir une exhaustivité dans la validation de ce qu'on veut. À part si vous avez une fonction qui transforme un booléen en un autre booléen et que vous avez la garantie qu'elle ne fait aucun effet de bord, tester de manière exhaustive toutes les entrées de départ d'une fonction, c'est pas faisable en pratique. C'est pour ça que les tests, en fait, les types, eux, ce qu'ils nous apportent, c'est une garantie d'exhaustivité. Donc, une fois qu'on a prouvé que le type est correct, enfin, une fois qu'on a quelque chose qui correspond à ce type-là, on a la garantie que ça marche pour toutes les entrées. Et on peut aller plus loin, en fait, quand on s'aperçoit qu'il y a une équivalence. C'est l'équivalence de Kilo-Ward que vous connaissez peut-être. Mais l'idée, c'est qu'il y a une équivalence entre les types et les propositions logiques, et du coup, entre les preuves et les programmes. Du coup, si on décrit un type et qu'on est capable d'écrire un programme qui compile, c'est exactement équivalent à j'écris une proposition et je la prouve. Donc du coup, avoir des types expressifs et des programmes qui compilent, c'est équivalent à prouver le fait que votre programme est correct. Vous n'êtes pas obligé, l'idée c'est pas de faire une preuve formelle à chaque fois, ça prendrait trop de temps, mais comme on inclut la structure des propositions faites directement dans les types, bah, la structure du programme va suivre la structure de la preuve. Du coup, même si c'est pas une preuve formelle, on pourrait le prouver sans beaucoup de boulot en fait. L'idée c'est que par construction, on construit la preuve que le programme marche correctement. Donc, maintenant qu'on a ça, qu'on peut écrire des programmes qui sont en fait équivalents à prouver que le programme fonctionne correctement, la question c'est comment prouver des trucs intéressants. Parce que prouver que j'ai une fonction qui me transforme un entier en chaîne de caractères, c'est bien, mais le théorème qu'on prouve, il n'est pas assez puissant pour que ça soit efficace. Nous, ce qu'on veut, c'est prouver des règles métiers directement dans le système de type. Et l'outil en fait qui va être le plus efficace pour prouver des choses, le truc vraiment fondamental sur un langage avec un système de type expressif, c'est ce qu'on appelle la paramétricité. Si vous venez du monde Java, vous connaissez ça sous le nom générique. Petit exemple. J'ai une fonction qui prend un argument de type A et qui renvoie un argument de type A. En excluant les cas pathologiques, qu'est-ce qu'elle peut faire cette fonction? Ça peut être que l'identité en fait. Étant donné qu'on n'a fait aucune hypothèse sur A, le seul moyen de fournir un A en fait, c'est de prendre celui qu'on nous donne. On n'a aucun autre moyen de sortir un élément du chapeau de cette manière. Un exemple un peu plus compliqué, mais pas trop. Donc on a une fonction compose, il prend une fonction de B vers C, une fonction de A vers B, et son résultat c'est une fonction de A vers C. Là pareil, en suivant en fait, en regardant comment on peut produire un C, bah, c'est uniquement par G. Comment on peut produire un B, c'est uniquement par F. On s'aperçoit que la seule implémentation possible, sauf volonté délibérée du programmeur de faire n'importe quoi, c'est de composer deux fonctions. Donc, prendre un objet de type A, appliquer F dessus, appliquer G au résultat de ça. Ça, on n'a pas besoin de regarder l'implémentation, en fait. Le type nous décrit déjà exactement comment la fonction se comporte. Ça, c'est des cas sympas, extrêmement polymorphiques. En fait, il n'y a pas un seul type concret dans l'histoire.
Quand il n'y a pas un seul type concret comme ça, et que les dépendances sont simples, là on a une garantie d'avoir un seul comportement possible. C'est pas toujours le cas. Il y a des cas en fait où là on a bien A qui est un type non défini, mais il y a une liste. Là le fait que liste c'est un type concret, ça va apporter un peu plus d'indétermination au truc. Là on peut dire des choses. On peut se dire que tous les éléments de la liste d'arrivée viennent de la liste de départ. On peut se dire que si je donne une liste vide à reverse, le résultat, j'ai la garantie que c'est une liste vide. Des choses comme ça. On ne peut pas aller jusqu'au bout, on ne peut pas spécifiquement dire que le seul comportement possible c'est d'inverser la liste. Mais voilà, étant donné qu'on n'a fait aucune hypothèse sur le type A, la seule opération que peut faire cette fonction, c'est quelque chose qui va agir sur la structure de la liste. On a la garantie que la fonction ne va pas aller inspecter les éléments qu'il y a dans notre liste. Et du coup, il y a un truc assez dingue en fait, c'est un papier de Philippe Wadler que je vous recommande de lire, qui s'appelle Les théorèmes gratuits. En gros, à partir d'une fonction polymorphique, le papier est capable de déclarer des théorèmes vérifiés par cette fonction. Un assez classique. Donc, imaginons qu'on ait une fonction filter qui prend un prédicat qui transforme un autre type en booléen qui envoie une liste, et une fonction map qui applique une fonction à chaque élément de la liste. Là, juste par les types de ces deux fonctions, rien d'autre, sans regarder l'implémentation. On a la garantie mathématique que appliquer le filtre avant de faire le map, c'est strictement équivalent à appliquer le map et ensuite filtrer sur la composition de la fonction et du filtre. Ça, juste en regardant les types, on a cette garantie-là. Donc ça, c'est un des exemples simples, mais ça peut aller beaucoup plus loin en fait. L'idée, c'est qu'à aucun moment on a besoin de regarder l'implémentation. Et ce qui est plutôt sympa, parce que les types, c'est quand même assez concis, assez simple à lire. C'est beaucoup plus simple de raisonner sur un type que sur une implémentation. Évidemment, tout ça, ça marche que si on s'astreint à pas faire de bêtises. Typiquement, les bêtises, c'est quoi? C'est d'utiliser null, parce que on raisonne en fait en termes de dépendance. C'est comment est-ce que je suis capable de produire une valeur de mon type. Avec null, on est capable de prouver, en fait, on est capable de produire une valeur de n'importe quel type. Si on revient dans le domaine de la logique, ça veut dire que, quelle que soit la proposition, null, c'est quelque chose qui prouve cette proposition. Donc en gros, ça, c'est la définition mathématique d'un système logique qui est incohérent. Quelle que soit la proposition, je peux la prouver. Un autre truc, normalement null, si vous êtes tous des développeurs Scala un peu habitués, vous devriez ne plus trop en avoir, a priori. L'autre truc, ça, il y en a peut-être un peu plus d'entre vous qui le faites encore, c'est la réflexion. Là, tout ça ne marchait que parce que le type A, on pouvait faire aucune hypothèse dessus. Si on fait de la réflexion, au runtime, on va aller regarder le type. Et là, on va casser la paramétricité. Donc pareil, si vous faites de la réflexion, vous enlevez énormément de sécurité à votre code. Typiquement, la réflexion, c'est, en Scala normal, c'est est-ce que vous faites du easy instance of, ou un peu plus sournois dans le pattern matching, quand vous faites la variable de point son type. Ça, si vous faites ça, c'est que vous êtes en train de vous priver d'un des outils les plus puissants que peut vous proposer Scala. Pareil, un autre truc qui est pas encore totalement disparu dans Scala, c'est les exceptions. Les exceptions dans Scala, elles sont pas checked, du coup c'est en dehors du système de type. Et là, vous avez des trucs qui se produisent et qui vont faire mentir le type de votre fonction. Typiquement, la fonction max sur une liste vide, là, il y avait une exception qui était lancée qui faisait mentir le type. On s'en doutait puisque le type, visuellement, on savait que c'était une proposition qui n'était pas prouvable.
Dans des cas un peu plus tricky, utiliser des exceptions plutôt que renvoyer un type explicite, ça va rompre la paramétricité. Et le dernier, ça c'est énormément employé encore, c'est toutes les méthodes qui sont définies sur les objets au top level. Tout ce qui est equals, hashcode et toString. Ça pareil, en ce cas-là, même si on nous donne un type et qu'on n'a aucune idée de quel est ce type-là, rien ne nous empêche d'appeler toString dessus par exemple. Et ça pareil, si on a un code qui se base là-dessus, c'est un code qui va ne pas permettre de réfléchir sur les types. Et le dernier truc qui est relou, le dernier truc qui est vraiment lourd, c'est tout ce qui est effet de bord. Pareil, là mes fonctions, dans type et le type system de Scala étant ce qu'il est, j'ai aucune garantie que la fonction va pas lire un fichier sur le réseau et tout. Donc là pareil, si j'ai des fonctions qui font des side effects, je peux raisonner tant que je veux sur les types, je vais avoir aucune garantie que la fonction se comporte de manière attendue par rapport à type. L'idée en fait, c'est que quand on fait du type directed development, on va se dire, moi je vais raisonner comme si j'étais dans un langage total, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a pas de récursion arbitraire, il n'y a pas d'exception, il n'y a rien de tout ça. On va être capable de raisonner super simplement en prenant ça en compte. Et l'idée c'est, les autres gens avec qui je bosse, on va tous se faire confiance pour qu'on n'emploie pas ces trucs-là. Et à partir du moment où on se met d'accord, et là on est capable de raisonner super simplement sur les programmes, on se prend pas la tête et ça va plus vite. Il y a un papier, justement le papier qui s'appelle Fast and Loose Reasoning is Morally Correct, qui fait des stats là-dessus en fait, et qui étudie l'impact de cette hypothèse sur le succès du développement. Et en fait, les résultats montrent que effectivement c'est plutôt une bonne chose à faire. Même si on est tous au courant que c'est pas vrai, qu'on raisonne dans un Fantasyland, ça reste efficace pour développer des vrais programmes. D'ailleurs, ce que j'ai fait sur les exemples que je vous ai montrés, je vous ai menti un peu plus que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les types des méthodes sur les collections en Scala. C'était pas ce que j'ai mis, parce que les types que j'ai mis tenaient sur un slide. Donc typiquement, quand je bosse en Scala, je rajoute aussi le fait que les collections en Scala sont pas aussi tordues qu'elles le sont réellement. Ça marche bien dans la plupart des cas. Si vous appelez Paul Phillips, vous avez tendance à taper dans les cas où ça coince. Mais globalement, dans la plupart des cas, essayez pas de réfléchir sur les types réels de l'API de collection de Scala, vous allez faire des nœuds au cerveau. Ça va être assez désagréable. Donc, voilà, l'idée c'est réfléchir au niveau des types et s'occuper de l'implémentation au dernier moment. Moi ça m'apporte énormément de tranquillité d'esprit. Une fois qu'on a mis en place les types en fait, et qu'en regardant les types on sait que les types sont corrects et qu'ils correspondent à l'opération qu'on veut, une fois que ça compile, globalement je suis tranquille. C'est pas la fin de la vérification, mais globalement c'est une étape à partir de laquelle je suis quand même globalement tranquille sur la cohérence de mon code. L'autre truc c'est que si on code tout plein de petits éléments avec chacun des types très descriptifs, on sait que si on les met ensemble, il n'y a aucune surprise qui va se produire. Si on type très proprement ce qui va se produire, il ne va pas y avoir de dérive à chaque étape, et en combinant tout plein de petits morceaux en un bout plus gros, on a la garantie que ça va bien se comporter. En fait, il y a même un truc, plus dans la communauté Haskell, en ce cas-là ça se voit pas encore, c'est une manière de développer en fait. Là on a regardé les types, et on s'en est juste servi pour déterminer le comportement de la fonction. Mais en fait on peut se servir des types pour implémenter la fonction pas à pas. On va reprendre l'exemple de la fonction de composition. En fait, ce que j'ai fait, j'ai défini un case object qui s'appelle whole, et je vais le mettre aux endroits où je ne sais pas encore quel est le code. Et du coup, je vais demander à Scala de le compiler, et Scala C va me sortir une erreur de compilation,
parce que le type attendu, c'est pas celui que j'ai donné. Comme il n'y a rien quel type que je viens d'inventer, ben, il n'y a pas de confusion possible. Donc là, si je tape ça, donc là en gros, l'implémentation c'est uniquement mon caseObject, ben, le compilateur il va me dire ton type, ta valeur, elle a un type all, mais ce que je veux moi c'est une fonction de A vers C. Bon, la première étape, une fonction de A vers C, on va introduire une fonction. Donc là on va introduire une valeur x, et après le corps de la fonction on va dire, bah, je sais pas ce que ça va. Donc là pareil, on a la garantie que x il a le type A, je viens d'introduire, et le corps de la fonction, on sait que c'est une valeur de type C. Bon. Là on va regarder, où est-ce que je peux avoir un C. Le seul moyen d'obtenir un C dans l'histoire, c'est d'appliquer G à quelque chose. Là où c'est plus sympa en Haskell qu'en Scala, c'est que quand on dit ça à Haskell, le compilateur va automatiquement aller chercher ce qu'il a en scope et qui correspond à ce type-là. Donc là, c'est carrément le compilateur en fait qui va vous dire bah tiens, il y a G qui a un type qui correspond à ce que tu veux. Là, on est obligé de le faire nous-mêmes. Vu la taille de l'exemple, c'est pas très important, mais sur des trucs un peu plus gros, c'est assez pratique d'avoir le compilo qui nous aide. Donc on avance d'une étape et on s'aperçoit que il suffit juste d'appliquer G à quelque chose, le quelque chose étant encore indéfini. Et du coup, là, la chose à implémenter, son type maintenant c'est B. Donc là, on fait le même raisonnement, on s'aperçoit que comme on peut avoir un B, bah, il suffit de donner quelque chose à manger à F, on va avoir un B à la fin. Donc là, on arrive à G de F de mon trou. Là, bah, on a X qui a le type A, et le truc qu'on ne sait pas encore, bah, il a aussi le type A. Étant donné qu'il n'y a rien qui a le type A, à part mon X, je suis capable d'unifier les deux. Et là, du coup, bah, en fait, c'est pas. Ce qui manque, c'est tout simplement X. Voilà. Là, à partir de là, on peut implémenter le truc. On n'a pas eu à réfléchir une seule fois, on a juste suivi les types. C'est bête et méchant. Ça, c'est un exemple simple. Mais typiquement, quand on découvre une nouvelle bibliothèque un peu de haut niveau, avec des types assez abstraits, ça, c'est une méthode qui marche. Il y a un mec qui a fait ça en Haskell, il utilise un bidule qui s'appelle Koyoneda. J'ai aucune idée de comment ça marche, il n'avait aucune idée de comment ça marchait. Il a regardé les types, il a suivi les types, mais à la fin, son truc marchait. Il avait été capable d'employer une bibliothèque sans la comprendre. Juste parce qu'il n'y avait qu'une seule manière de faire l'implémentation, et il l'a suivi pas à pas. Et au-delà de ça, en fait, à partir du moment où on considère que les types, c'est un outil de communication utile, donc on peut, à partir d'un type, déterminer ce qu'il fait sans regarder l'implémentation, on peut faire ça dans l'autre sens, en fait. Étant donné un comportement qui nous intéresse, et ben on va se demander quelles sont les fonctions qu'on ce type-là, ou quelles sont les valeurs qu'on ce type-là. En Scala, il y a un truc qui s'appelle Scalex, mais la notation des types de Scala fait que c'est pas super pratique à employer. C'est pas l'exemple le plus parlant. En Haskell, en fait, il y a un moteur de recherche pour chercher la documentation des paquets. En fait, on tape le type de la fonction qu'on veut, et ça nous envoie la fonction qu'on veut. On n'a pas besoin de regarder des kilomètres de doc en disant « Attends, je veux faire ça, du coup, il y a probablement tel mot dans le nom de la fonction, donc tu fais un CTRL-F pour aller chercher une fonction avec le bout de caractère qui t'intéresse. » Là, en fait, tu tapes ce que tu veux, et le moteur de recherche, il te répond « Bah, voilà ce qu'il y a. » Normalement. En gros, je vais chercher une fonction qui prend une fonction de A vers B, une liste de A et qui m'envoie une liste de B.
Pour ceux qui ne voient pas, en gros, il m'a sorti map en fait. J'ai tapé la signature de la fonction et le moteur de recherche m'a sorti ça. Donc, quand on programme en Haskell, c'est assez pratique parce qu'on n'est jamais à chercher dans la doc en fait. On tape le type dont on a besoin et on a la fonction carré. Je m'en sers même en fait quand je cherche des fonctions dans l'API de collection en Scala. Je tape le type équivalent en Haskell, je regarde le nom et je recherche le nom dans la page. C'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée. Donc, au-delà d'être un moyen de réflexion en fait super pratique, les types c'est un moyen de communication génial. Non seulement entre humains, entre vous et la personne qui va relire votre code, mais il se trouve que comme c'est quelque chose qui est parsable par une machine, c'est un langage de communication entre vous et la machine qui est super intéressant. Google, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça permet, à partir d'un truc assez théorique, d'avoir un bénéfice extrêmement pratique, c'est de jamais perdre son temps à chercher de la doc. On donne ce qu'on veut, on nous renvoie une fonction, et puis voilà. Ça combiné avec le All-Driven Development, c'est parfait. On peut développer à l'aveugle, et on a un truc qui marche à la fin, c'est assez sympa. Cela dit, les types, ça ne peut pas tout prouver, ce qu'on a vu sur la fonction sur la fonction reverse. À partir du moment en fait, où on a des types concrets, là, la paramétricité est moins forte, et du coup, il y a des alternatives, et du coup, le nombre d'alternatives peut devenir énorme. Sur une liste, il y a un nombre d'alternatives potentiellement infini, donc on n'est plus capable uniquement avec des types de prouver tout ce qu'on veut. En tout cas en Scala, sans faire des trucs complètement tordus. Le système de type de Scala est Turing complet, en fait on peut faire un peu ce qu'on veut avec, c'est pas forcément le but de la manœuvre. Donc voilà, c'est pas très grave, c'est juste les types, c'est un moyen pratique de communiquer avec les autres. Si on peut être le plus expressif possible dans ce langage de communication, tant mieux, parce que c'est un langage qui est concis, qui permet de communiquer avec la machine, et qui est assez cohérent. Mais c'est pas forcément un gros problème. Donc si on reprend la fonction reverse, on a commencé à prouver des choses avec. Donc on sait que si on lui donne une liste vide, ça envoie une liste vide et des choses comme ça. Mais du coup, comme on a commencé à déterminer des propriétés, même si les types ne prouvent pas tout, ce qu'on a déjà grâce aux types, ça permet d'avoir moins de tests à écrire. En fait, le seul truc qui nous manque pour définir proprement reverse, c'est qu'il renverse bien la liste. Et ça, en fait, on peut l'écrire en un test. On va écrire une fonction qui prend deux listes, donc avec des choses qu'on peut comparer, et on va juste s'assurer que si on reverse la concaténation de deux listes, c'est exactement équivalent à reverser une liste et à ajouter le reverse de l'autre liste. Avec un type, avec le type qu'on a vu, et avec cette propriété-là qui est vraie, on a complètement défini le reverse. Donc on a juste besoin d'un type et d'un test. Et là où c'est sympa, c'est que contrairement à un test unitaire standard, je ne vais pas réfléchir en termes de je donne un input, j'ai un résultat, je réfléchis en termes de propriété. C'est toujours la même réflexion quand on réfléchit avec des types. On n'est pas à prouver que ça marche sur un cas précis, on est en train de donner des propriétés qui doivent marcher, quelles que soient les valeurs qu'on a. Étant donné que ce n'est pas écrit dans le système de type, on n'a pas une vraie garantie d'exhaustivité. Par contre, on va être capable de donner ça à un framework de test. En l'occurrence, dans ce cas-là, ça s'appelle ScalaCheck. Et c'est ScalaCheck qui va trouver les listes et qui va vérifier. Donc du coup, si on a oublié un truc dans l'algo, le premier truc que va tester ScalaCheck, c'est les edge cases. Et en général, il va trouver tous les trucs qu'on a oubliés. Donc voilà, on reste sur des raisonnements à propriété, mais on est capable d'exprimer des choses plus fines qui n'arrivent pas à rentrer dans le système de type. On revient dans le monde des valeurs pour avoir ces propriétés-là. Donc pour les edge cases, c'est parfait. Les grosses bibliothèques Scala, par exemple Scala Z, si vous contribuez à Scala Z, la plupart des tests sont écrits par des tests à propriété. Du coup,
quand on contribue à Scala Z, il suffit soit en fait la propriété bouge pas, on n'a rien à faire. Donc on peut écrire une contribution à Scala Z sans avoir à écrire de tests parce qu'ils sont déjà là. Et si on a des nouveaux tests à écrire, c'est 3 lignes à écrire. Et avec ça, on a la garantie que ça marche. Ma première contribution à Scala Z, j'avais fait une erreur dans ma fonction, et c'est un test à propriété qui l'a catché. Donc ça, c'est super efficace. C'est le même mode de raisonnement à propriété. Donc en gros, l'idée sur Type Directed Development, c'est pas juste de faire des types et rien d'autre, ce serait un peu stupide, sauf si on a des outils. C'est pas des outils encore super pratiques. L'idée, c'est d'avoir la base de la pyramide, qui est les types. C'est ce qui va demander le moins d'efforts en fait à faire, et c'est ce qui va couvrir le plus de cas. Donc, on va juste écrire les types de nos fonctions, et on va voir si ça compile. Ensuite, on fait des tests à propriété. Donc ça, c'est les propriétés qu'on n'est pas capable d'exprimer dans le système de type, mais qu'on est quand même capable d'exprimer sous forme de propriété, c'est-à-dire des choses qui sont vraies, quels que soient les arguments qu'on nous donne. Donc là, les 2 premiers étages, en pratique, ils ne fonctionnent pas pareil, mais dans le mode de raisonnement, c'est la même chose. On donne des propriétés absolues, et ensuite, on regarde si le code les vérifie. Et le dernier, la pointe de la pyramide, ce qu'on essaie de faire le moins possible, c'est des tests unitaires. Typiquement, les tests unitaires, on va les mettre contre les régressions, et quand les tests à propriété trouvent un cas d'erreur, on va le fixer sous forme de test unitaire. C'est plus lisible et ça permet d'éviter la régression là-dessus. Mais du coup, en commençant par les types, en fait, on est capable de s'éviter un travail de taré. Alors le reverse the list, c'est assez simple, mais en gros, juste en raisonnant un peu sur les types, on est passé de écrire une dizaine de tests à écrire un seul test. On n'a pas besoin de faire grand chose d'autre. Et du coup, on n'a toujours pas besoin en fait de regarder l'implémentation de la fonction. La fonction elle est spécifiée uniquement par sa signature et par un test à propriété qui fait 3 lignes. On n'a pas besoin de savoir comment est codée la fonction. Si elle compile et si le test à propriété passe, on sait qu'elle fait ce qu'on veut. On n'a jamais besoin de regarder l'implémentation. Donc du coup, en fait, le modèle de développement, en fait, quand on fait du Type Directed Development, la première chose, c'est de regarder les données qu'on a. Donc, est-ce que ça peut être un membre, est-ce que ça peut être un message. Toutes les données métiers, en fait, on les modélise dans des case classes. Et ça nous donne une représentation propre de notre donnée. Étape 1, ça c'est juste observer le métier et encoder ça sous forme de case class. Ça, c'est un no-brainer. L'étape 2, c'est de voir comment ces types, ces structures de données vont interagir. Donc là, on va écrire tout un tas de signatures de fonctions. On ne va pas forcément les implémenter. Et on va s'assurer déjà que tous ces types, ils sont cohérents. Donc en gros, on met la signature de type, et pour l'implémentation, on peut mettre la méthode magique dans ce cas-là avec 3 points d'interrogation. Donc là, on va s'assurer que toutes les fonctions qu'on a mises, elles sont cohérentes entre elles, et que ça donne ce qu'on veut. Pareil, on n'a pas encore implémenté quoi que ce soit. Ensuite, on écrit des tests à propriété. En fait, on regarde tous les types, et là, on va lister toutes les propriétés qu'on n'a pas pu rentrer dans les types, et on va les écrire sous forme de propriétés. Là, c'est l'étape où on écrit vraiment le code. On peut le faire de manière standard ou alors le faire en all-driven development. Ça dépend du niveau d'abstraction, ça dépend de la connaissance des trucs. Le all-driven development, c'est super pratique pour découvrir des nouvelles bibliothèques. C'est un peu la version propre du contrôle espace sur Eclipse, ceux qui connaissent. Et la dernière étape, ça va être d'écrire les tests unitaires qui correspondent aux cas qui vont être remontés par les tests à propriété. Donc tous les bugs remontés par les tests à propriété, on va les fixer dans des unit tests. Étant donné en fait qu'un test à propriété il va générer un input aléatoire, dès qu'il trouve une erreur, on va la fixer dans un unit test, comme ça on est sûr de la garder pour plus tard. Pareil pour les régressions, c'est pratique. Et voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. Merci. Si vous voulez un peu de lecture, il y a un set de slides qui a été fait par Tony Morris sur la paramétricité. Il est super complet, super intéressant. Il détaille en particulier les raisonnements qu'on peut faire sur les types. Et puis si vous voulez, au-delà de Scala, regardez un peu Haskell. Et un autre truc sympa en fait, c'est le langage Rust. Lui, il apporte du raisonnement, pas simplement au niveau du comportement, genre quelle est la valeur que je vais avoir en retour. Le time system de Rust, il va encoder l'utilisation de la mémoire. Donc si on fait de l'embarqué et qu'on va avoir des garanties sur l'utilisation mémoire, là on va être capable de le prouver aussi avec le système de type. Donc, si on fait des trucs un peu plus bas niveau, c'est le genre de propriété métier qu'on arrive à rentrer dans son code. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Dans property-based testing, tu peux avoir, si tu as beaucoup de propriétés et une grande postbase, tu peux avoir des temps d'exécution qui sont des fois. Ouais. Donc la question c'est, enfin la remarque c'est sur le property-based testing, si on a des une grosse base de code et des gros jeux de tests, le code peut durer, l'exécution du code peut durer, l'exécution des tests peut durer longtemps. Ouais, effectivement. Après, en pratique, sur le property-based testing, le nombre de tests est réduit, donc ça se contrebalance. Ouais, les tests complets sur Scala Z, ça prend un peu de temps. Après, c'est un prix qui est, à mon avis, tout à fait raisonnable de payer, compte tenu des avantages que ça apporte. Ouais. Pareil sur la property-based testing, en fait, j'ai du mal à voir, enfin, je m'en suis servi vraiment sur des types concrets, et j'ai du mal à voir comment on pourrait s'en servir sur des types, genre quand j'ai en fait, comment je génère mes valeurs, typiquement quand j'ai une méthode polymorphique. En fait, si la méthode est suffisamment polymorphique, on n'aura même pas besoin de passer par des tests à propriété. Ouais. Si la méthode est polymorphique, on va juste être capable de prouver tout ce qu'on veut à partir des types. Là, sur ce cas concret, on a fait le gros du travail grâce au type. On va juste demander en fait au A d'être comparable sur l'égalité. Comme je vous ai dit, le equals sur java.lang.object, ça casse la paramétricité. Donc là, on demande explicitement d'avoir un type qu'on peut comparer pour l'égalité. Et c'est la seule chose qu'on dit. Mais comme grâce au type, on a été capable de prouver que la fonction, elle agit que sur la structure de la liste et pas sur son contenu, on peut instancier le type avec ce qu'on veut. On a la garantie que ça ne va rien changer au comportement attendu. Merci.
Moi, pareil, j'ai un strush, c'est mieux, c'est 10 caractères. Il faut faire strush, l'opérateur strush. T'inverses l'application. Si tu as F et G, tu écris G5 S, ça prend 10 caractères. Mais si elle reste de deux, j'aurais utilisé tu vois, là, ils sont rentrés dans un piste, c'est juste une pièce d'espèce. Ouais, mais il faut que tu t'adaptes toutes les fonctions. En fait, l'intérêt de la non-activiste, c'est que là-bas, tu continues à donner des activistes. Ah oui, non, aussi, je vois. C'est pour ça, en fait, j'ai la compilation avec dessus par rapport à des types. Ah oui, la solution à Skeleton, en fait, c'était rajouter des fonctions qui conservaient l'information. Je vais dans l'autre salle. Bah, non,